Il s'appelle Frank Tiburce. C'est un artiste. Et il va percer grâce à la galerie d'art Vaughan Art. Et oui, c'était un artiste qui méritait d'être célèbre et maintenant il va surfer sur des montagnes de coke. Ouais, pardon, désolé, c'est une blague. C'est une blague. Avec modération quand même. Avec modération, Tiburce. Vous rêvez d'être artiste professionnel et vous voulez un galeriste encore plus ouf que vous. Rejoignez Vaughan.art. Allô, bonjour, je suis un collectionneur et j'ai acheté une œuvre de Frank Tiburce à 50 € sur votre site internet. Et voilà, il y a un petit problème. J'ai vu en lisant les articles qu'en fait elle valait 1500 € parce que ces gros teubés de Beaux-Arts Magazine n'ont pas fait le taf. Et si les histoires les plus cruciales, en fait, c'était celles qu'on a failli oublier? C'est un peu la question du jour. On va plonger ensemble dans un chapitre presque effacé de la contre-culture parisienne. C'est une histoire de résistance créative, portée par un artiste, Frank Tiburce, et un lieu devenu complètement mythique, la Grange aux Belles. Vivre, c'est beaucoup plus qu'avoir le cœur battant. L'idée, ce n'était pas juste de survivre, mais de vivre à fond, de faire de chaque moment un acte de création, un acte d'engagement. C'était tellement plus qu'une simple question de battement de cœur. Alors, pour bien comprendre, il faut se projeter. On est dans le Paris de la fin du XXe siècle. D'un côté, on a la ville musée, de plus en plus lisse, propre, et de l'autre, cachée dans l'ombre des grands boulevards, il y a cette énergie, une énergie créative, politique, qui bouillonne et qui refuse de s'éteindre. Et c'est justement dans cette faille, dans cette fissure, que notre histoire va se faufiler. Bon, pour comprendre cette résistance, il faut d'abord comprendre contre quoi elle se battait. C'était quoi la force en face? Eh bien, dans les années 90, elle avait un nom, le néolibéralisme. Et attention, ce n'était pas juste une question d'économie. C'était une force qui était en train de redessiner, de remodeler le visage même de Paris. Et voilà, on est au cœur du conflit. C'est vraiment ça. D'un côté, on a un Paris qui se rêve en produit de luxe, quoi. Propre, bien rangé, prêt à être consommé. Et de l'autre, des lieux qui résistent, qui voient la ville comme un immense terrain de jeu, un espace de création complètement sauvage. Ce n'était pas juste un débat d'idées, c'était une véritable guerre de territoire pour l'âme de la ville. Et donc, au milieu de toute cette résistance, un lieu va émerger. Il va devenir le point de ralliement. Un nom. Un nom qui, pour celles et ceux qui l'ont connu, résonne encore aujourd'hui comme une légende. Ce phare dans la nuit, c'était la Grange aux Belles. Alors, la Grange aux Belles, c'était quoi au juste? C'était bien plus qu'un simple squat, évidemment. L'expression « laboratoire d'utopie concrète », je trouve qu'elle est parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne faisait pas que rêver à un autre monde. Non, on le construisait. Là, tout de suite, avec les moyens du bord. À travers l'art, la politique, la vie en communauté, tout ça en même temps. Regardons un peu la chronologie. C'est fou à quel point tout est allé vite. Ouverture en août 95, et là, quasi instantanément, le lieu devient l'épicentre de toute la scène alternative. En l'espace de quelques années à peine, ce n'est plus juste un squat. Non, c'est un symbole. C'est la preuve vivante, palpable, qu'un autre modèle artistique, un autre modèle social, était possible. Et à l'intérieur, qui on trouvait? Des punks, des écolos, des militants mapuches, des anards, des artistes bohèmes et même des journalistes de Libé. C'est incroyable. Ce n'était pas juste une communauté, c'était un véritable écosystème, un carrefour complètement improbable où tous ces mondes, qui ne se croisaient jamais dans le Paris officiel, pouvaient enfin se rencontrer, discuter et créer quelque chose d'inédit ensemble. C'est de ce choc, de ce frottement qu'est née l'étincelle. Et ça, c'est une différence absolument fondamentale avec, par exemple, le 59 Rivoli qui est plus connu. Le 59 Rivoli, il a fini par être légalisé, institutionnalisé, en quelque sorte intégré au système. La Grange aux Belles, elle, a complètement refusé ce marché. Elle a fait le choix de rester sauvage, indomptable, non récupérable. C'était un lieu où l'art n'était jamais, jamais une marchandise. C'était toujours un acte de vie. Mais bien sûr, un lieu comme ça ne vit pas tout seul. Il faut un moteur, il faut un cœur qui bat, un passeur. Et au centre de toute cette galaxie, eh bien, il y avait un homme discret, mais absolument essentiel, Frank Tiburce. Alors, qui était-il, ce magicien discret? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tiburce, ce n'était pas le leader charismatique et bruyant. Pas du tout. Ce n'était pas un chef de file. C'était une force tranquille. Le centre de gravité, en quelque sorte. Le point stable autour duquel tout le reste pouvait s'organiser. Cette citation, elle est juste magnifique. Un alchimiste transformant la précarité en or poétique. Ça résume tout. Pensez-y, dans un environnement où il n'y avait rien, où tout était précaire, il avait ce don, ce talent presque magique de transformer le manque en richesse créative,
en pure poésie. En fait, il ne faisait pas que créer de l'art, il créait les conditions pour que l'art puisse exister. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il était impossible de le mettre dans une seule case. Jugez plutôt. Artiste et peintre, bien sûr, mais aussi cinéaste de TV Pirate, DJ de Free Party, écologiste, activiste et même VJ et archiviste. Chacune de ces casquettes, c'était juste une facette de la même personne, de la même quête. C'était un artiste total, un véritable homme orchestre de la contre-culture, qui utilisait absolument tous les outils qu'il trouvait pour défendre sa vision du monde. Et c'est là qu'on arrive à la question un peu dérangeante, le grand mystère. Si ce lieu, si ces artistes étaient si importants, si vibrants, pourquoi est-ce qu'on en entend si peu parler aujourd'hui? Comment est-ce possible? C'est toute la question de ce qu'on appelle l'oubli programmé. Alors pour comprendre cet effacement, il y a un concept clé, c'est celui de complot mou. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une réunion secrète avec des gens qui ont décidé d'effacer cette histoire. Non, c'est bien plus subtil, bien plus insidieux que ça. C'est simplement que le système de l'art, le monde de l'art institutionnel avec ses galeries, ses foires, eh bien, il est conçu de telle façon qu'il ignore mécaniquement tout ce qui ne rentre pas dans sa logique de marché. L'oubli, ce n'est pas une décision, c'est une conséquence du système. Et cette fracture, elle est totale. C'est vraiment deux planètes qui s'ignorent. D'un côté, le monde institutionnel qui se concentre sur quoi? Le marché, les galeries, les foires, l'art comme marchandise. Résultat, une visibilité énorme. De l'autre, l'art des squats. Le focus, c'est la vie, la communauté, la liberté. L'art comme critique sociale. Résultat, l'oubli structurel. Forcément, ces deux mondes ne pouvaient pas cohabiter. Celui qui était le plus visible a tout simplement rendu l'autre invisible. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est perdu? Que l'histoire est effacée pour de bon? Non, loin de là. Face à cet oubli, il y a une sorte de devoir de mémoire qui s'organise. C'est une nouvelle forme de rébellion en fait. Une rébellion pour que l'héritage de la Grange Obel, justement, ne disparaisse pas. Et quand on dit qu'il est urgent de réhabiliter cette mémoire, ce n'est pas juste de la nostalgie, attention. C'est bien plus que ça. C'est un acte politique. C'est une manière de refuser l'histoire unique de l'art, celle qui est écrite par les gagnants, par le marché. C'est une façon de se battre aujourd'hui pour préserver l'idée même qu'un autre art est possible. Et cette lutte contre l'oubli, elle se mène sur le terrain, avec des actions très concrètes. Ça passe par quoi? Par des expos sauvages dans de nouveaux lieux, par la création d'archives vivantes en recueillant des témoignages, des œuvres, par de nouvelles formes d'écriture en dehors des circuits traditionnels, et bien sûr par la préservation du travail d'artistes comme Tiburce pour s'assurer qu'ils ne disparaissent pas tout simplement. Au final, le point le plus important, c'est peut-être celui-ci. Cette histoire, elle n'est pas morte. La Grange Obel, ce n'est pas juste un souvenir un peu poussiéreux dans un livre. Non, elle reste ce fameux phare qui éclaire encore aujourd'hui les chemins de la résistance culturelle. C'est une source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui, aujourd'hui encore, essaient de créer des espaces de liberté et de faire de l'art un véritable acte de résistance. En fait, toute l'histoire de la Grange Obel, c'est une alerte. Ça nous montre que ce processus d'effacement, il n'appartient pas au passé, il est toujours à l'œuvre. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour maintenant. Aujourd'hui, là, en ce moment, quelles sont les histoires vitales, les mouvements créatifs qui sont en train de se faire oublier sous nos yeux? Et surtout, que fait-on pour les sauver?